Bienvenue sur Je ne perds jamais, le podcast de tous les entrepreneurs. Inspiré par Nelson Mandela, vous irez chercher sur Wikipédia pourquoi. Je suis Patrick de Carvalho, un entrepreneur en série, pionnier de l'Internet depuis 1998. Créer sa boîte, beaucoup en rêvent, trop peu passent encore à l'acte, encore moins réussissent. Pour se lancer, confirmer ou agir, il faut avoir soif d'apprendre. Il y a 1000 choses à faire, à savoir faire. Donner pour recevoir, partager, transmettre, voilà ce qui m'anime. Débutants ou chevronnés, nous sommes là tous ensemble pour exécuter, pour apprendre les uns des autres. Soyez inspirés et inspirants et n'oubliez pas, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Allez, go, on monte le son et c'est parti pour l'écoute. Chère Christelle, bonjour. Bonjour Patrick. Nous voilà sur le podcast des entrepreneurs, je ne perds jamais. Écoute, je suis ravi de te recevoir, mais je devrais dire que tu me reçois, puisque on est chez toi, on est à ton domicile, et puis en fait ça me fait très plaisir parce que ça fait longtemps qu'on s'est hameçonné, on va dire ça comme ça, on va utiliser un vocabulaire lié au monde de la mer, mais on s'est retrouvés sur LinkedIn. Toi tu es une légende de LinkedIn, hein, plus de 280 000 abonnés je crois, voilà, et puis tu interviens dans l'univers du monde des RH au sens large du terme. Voilà, on te connaît sous cet angle-là. Écoute, je vais dire ça plusieurs fois. Je suis ravi de passer ce moment-là avec toi. L'idée, c'est que tu rejoignes la grande famille des invités qui sont passés sur ce podcast et qu'on parle d'entrepreneuriat dans le sens large du terme. Et l'univers de la RH est particulièrement douloureux, compliqué, difficile dans l'univers des startups et des entreprises. Donc, je suis ravi qu'on puisse approfondir avec toi. Alors, comme d'habitude, j'introduis les invités avec leur parcours et leur profil LinkedIn. Le tien est évidemment très très fourni. Dis tout de suite que je suis vieille. Je n'oserais jamais. Et puis en plus, tout ça, c'est une histoire, c'est dans la tête. Hein. Toi et moi, on sait très bien que moi j'ai aussi un certain âge. On le dira pas. On a 24 ans, on a 25 ans dans notre tête. On est d'accord. Mais par contre, toi qui es cette experte en RH, je voudrais te titiller sur un truc. C'est que sur ton CV, sur ton profil, j'ai remarqué un trou entre. Tu vas nous raconter ça, mais ta carrière qui a démarré a priori dans la gestion de projet, donc tu nous raconteras ça. Et puis, tu reviens avec la RH, mais sur LinkedIn en tout cas, hein, c'est pas documenté. Donc je me suis dit la question, ok, mais comment elle est passée de gestion de projet à RH? Tu veux nous raconter ça? Alors j'ai plusieurs trous dans ma carrière, comme beaucoup de femmes, parce que j'ai eu 3 enfants. D'accord. Et en plus j'ai suivi mon mari en expatriation 2 fois, une fois à Barcelone, une fois à Londres. Et à Barcelone, c'est vrai que j'étais chez Alcatel et puis je suis partie en expatriation à Barcelone et je suis revenue et j'ai refrappé à la porte d'Alcatel. D'accord. Et pareil, à un moment je suis partie en Angleterre et c'est au moment de revenir d'Angleterre que j'ai quitté le monde des télécoms pour aller vers les RH. Okay. Donc moi j'ai un parcours un peu classique, prépa, école de commerce, j'ai été commerciale, B2B, donc je connais bien la vente. Bien la vente. J'ai été commerciale, après j'ai évolué à l'époque, ça se faisait comme ça, vers les fonctions de marketing opérationnel pour la vente, marketing stratégique. J'ai fait un peu de com, un peu de formation, de la gestion de projet. Alors là, plus la gestion de projet monde, de gestion de projet sur des programmes qui étaient liés au distributeur Alcatel. Et en revenant d'une expatriation donc en Angleterre, je me suis dit non, je vais pas refrapper une deuxième fois la porte, troisième fois la porte d'Alcatel. J'avais les enfants là. Je vais changer de métier et puis l'humain m'intéressait, j'avais envie de donner un peu un sens à ma vie. D'être beaucoup moins dans le produit, moins dans l'opérationnel. Voilà, ouais. je voulais qu'il y ait un petit sens à mon métier. Et donc je l'ai trouvé en étant recruteur. Et quand j'étais recruteur, je voulais encore plus un sens. Donc je l'ai trouvé en étant consultante en accompagnement. Donc j'ai fait les 2 métiers. D'accord. Voilà. Donc moi je suis pas, contrairement à ce qu'on peut penser, je suis pas une experte RH. Je suis plutôt, si on devait utiliser le mot experte, je suis experte en recrutement,
je vais être experte en marque employeur, mais tu vois, par rapport à ma co-auteure Florence Marty, qui est vraiment une experte RH, qui vient de ce domaine-là, c'est pas mon cas, tu vois. Moi, je viens de la vente, en fait, et du marketing. Alors, Christelle, pour le coup, comment on bascule d'un métier qu'un métier, je connais bien aussi, cet univers de la vente et de la gestion de projet, l'organisation des équipes et des hommes, qui d'ailleurs nécessite beaucoup de RH, beaucoup de management, c'est clair. Mais comment tout à coup, ne serait-ce que d'un point de vue de la formation, des diplômes, t'es formé? C'est hyper facile. Ah oui. Hyper facile parce qu'en fait, il se trouve que je suis rentrée dans un cabinet qui était spécialisé dans le recrutement de commerciaux. Et qui mieux qu'une ancienne commerciale pour recruter des profils commerciaux. Donc en fait, ils ne se sont pas appuyés sur mon expertise en recrutement, ils se sont appuyés sur mon expertise du métier de la vente en se disant elle pourra faire le job. Et ça a été le cas. Et après l'évolution vers l'accompagnement des chercheurs d'emploi, en tant qu'ancien recruteur, qui mieux qu'un ancien recruteur pour donner des conseils aux chercheurs d'emploi. Tu vois, tous les liens se font comme ça. Et c'est pour ça que si les auditeurs nous écoutent, je dirais que on peut complètement tout le temps changer de carrière, de métier, parce que contrairement à ce qu'on pense, il y a toujours un fil conducteur et les ponts se font. Moi, je sais que la vente m'a servi toute ma vie. Je suis tombée dans la vente à 23 ans et tout ce que j'ai appris m'a tout le temps servi. Et clairement, Christelle, tu seras la première à confirmer, aujourd'hui, dans l'univers des RH, on se vend aussi. L'entreprise se vend et le candidat doit se vendre également, on est d'accord, Je suis la première à le dire, tu sais, je travaille sur les sujets de marque employeur et donc de marque personnelle. Moi, je parle de la marque employeur et de la marque candidat. Il y a aussi la marque collaborateur. On doit tous se vendre et puis savoir se vendre, c'est surtout savoir écouter. Donc voilà, savoir écouter l'autre et lui proposer pile le truc qui va l'intéresser. Et donc c'est valable pour les candidats, c'est valable pour les entreprises dans l'autre sens, c'est valable pour les créateurs d'entreprises par rapport à leur cible, les entrepreneurs, c'est valable pour tout le monde, la connaissance de la cible et l'écoute de la cible. C'est fondamental. Et c'est d'ailleurs les mêmes règles qu'il faut appliquer à l'univers de la vente, notamment dans le B2B, où il y a tout ce qu'on appelle l'écoute active, qui consiste à justement, pas éviter le jeu, mais poser beaucoup de questions et s'intéresser à l'autre, c'est un peu la même chose. Alors, Christelle, en fait, tu fais ça depuis pas mal de temps maintenant, cet univers des RH. Comment toi, tu as traversé, tu as vécu ces évolutions des générations et ces évolutions de ce marché de l'emploi, qui est quand même assez complexe et qui bouge beaucoup. Pour tout te dire, en fait, moi, je me suis rendu compte surtout en 2009, quand j'ai été dans l'accompagnement des chercheurs d'emploi, j'ai approché la très grande souffrance des chercheurs d'emploi. Dans mon cabinet, enfin j'étais salariée, mais on accompagnait les chercheurs d'emploi qui avaient été licenciés économiques. D'accord. Et j'ai vu des gens tout perdre en très peu de temps, perdre leur identité, perdre leur conjoint, perdre leurs amis, perdre leur famille, leur maison, enfin c'est hallucinant. La descente vertigineuse. C'est une descente, un petit peu comme quand tu perds un job, tu perds ton identité. Et puis ça touchait les jeunes, ça touchait les seniors, ça touchait tout le monde. Et c'est à ce moment-là, je me suis dit, et puis c'était l'époque où le recruteur était encore dans la toute-puissance, où il y avait beaucoup de maltraitance en entretien. Moi, je l'ai vraiment connu dans les années 90, mais en 2009, ça existait encore. Et je me suis dit, si un jour, moi, je peux faire changer ça, changer le regard sur les chercheurs d'emploi, changer la manière des entreprises de considérer les gens au chômage, etc. Si un jour j'ai la possibilité, je le ferai. Et donc, ça a été, j'ai pu le faire en 2016 quand j'ai commencé à intervenir sur LinkedIn. LinkedIn m'a permis de faire évoluer ça. Et donc, pour répondre à ta question, je suis depuis très longtemps l'évolution. Et donc, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment une inversion des forces. Des rapports de force. Voilà. Avant, il y avait le recruteur tout puissant, le candidat, entre guillemets, qui fermait sa gueule. Voilà. Oui, je voudrais un travail. Demander un job. Comme, demandeur d'emploi. Voilà, demandeur. Et moi, je prône le chercheur d'emploi, l'offreur de service, enfin celui qui est actif. Et à partir de 2020 et des nouvelles générations, on a vu un équilibre des forces. Il y a eu ici, là, ta petite... moi, je le vois. La rupture et même si les entreprises, ça ne leur fait pas plaisir quand je le dis, parce que j'ai fait des posts un petit peu comme ça en disant moi, je suis contente des changements, etc. Eh bien, je pense que c'est positif parce que du chaos naît la renaissance. Et on a connu un chaos suite au Covid. Et je pense que ça permet aux entreprises de se construire ou de se
de revoir un petit peu leur concept, de revoir leur organisation, de revoir leur manière de traiter les gens. Et moi, je trouve ça positif et c'est pour ça qu'à ce moment-là, je suis beaucoup intervenue sur un de mes sujets de prédilection, mais qui date de très longtemps, qui est la marque employeur. Mais là, j'ai pu écrire un livre sur le sujet et actuellement, je fais beaucoup d'interventions sur ces sujets. Sur ces sujets-là. Beaucoup. Toi, Christelle, au cours de ta carrière, tu as évolué aussi à l'international. Est-ce que tu as pu observer le changement, le rapport entre guillemets des Français au fameux CDI, qui est le Graal absolu, etc. On est très accroché à ça, avec cette espèce enfin, c'est pas cette espèce, c'est réellement arrivé, c'est pas une légende, le fameux Covid qui a rebattu toutes les cartes. Tout à coup, tout un tas de gens se sont mis à devenir indépendants, à quitter justement ce côté CDI, à créer leur propre, je dirais, avenir, en tout cas structure d'entrepreneuriat. Tu as senti ça, un fort changement lié à ça, le rapport au CDI, le rapport à l'entrepreneuriat? Alors, je ne sais pas si c'est au CDI, mais c'est le rapport au travail. C'est drôle parce qu'hier, j'étais dans un tournage d'une émission, on parlait de ce sujet aussi. Moi, je pense que c'est à cause de gens comme moi que mes enfants, ou la génération d'après, en nous ayant vu vivre et travailler, ça leur a plus donné envie. C'est-à-dire qu'en fait, les jeunes d'aujourd'hui... J'ai la même chose, même chose de mon côté. Les jeunes d'aujourd'hui ont vu leurs parents essayer d'évoluer dans les entreprises, se faire maltraiter, rentrer très tard le soir, faire des burn-out, être en bore-out, se faire licencier comme des pauvres merdes alors qu'ils avaient travaillé 15 ans ou 20 ans dans une entreprise. Donc les jeunes se sont construits en voyant ça et ils se sont dit mais nous, on veut pas de ça. Donc nos CDI, ils s'en fichent, les super salaires, ils s'en fichent. Et puis il y a aussi toute la notion de protection de l'environnement, protection de la planète, que nous on n'avait pas vraiment. Moi je vois, j'ai cherché un job en 87, on ne se posait pas la question de savoir si on rentrait dans une boîte polluante, ni dans une entreprise maltraitante. C'est vrai. Maintenant les jeunes ne vont plus dans ces entreprises-là. Et c'est bien parce que ça permet aux entreprises de changer, en tout cas leur façon, leur process. Et c'est de là qu'est né aussi, je trouve, l'envie de l'entrepreneuriat et de créer soi-même son job. Mais c'est aussi un peu embêtant parce que beaucoup, et notamment à cause des réseaux sociaux, pensent que ça va être le Graal, que ça va être absolument génial et tout, et parfois ils ne sont pas armés, ils n'ont pas la bonne idée, ils n'ont pas le bon produit, ils n'ont pas le bon marché, ils n'ont pas les reins solides, ils ne sont pas commerciaux, enfin tu vois, et ils vont se planter. Et je trouve que c'est dommage de choisir le métier de l'entrepreneuriat par défaut. Ça, ma casquette d'entrepreneur, là, effectivement, elle réagit. Les gens vont se demander pourquoi on est en casquette, c'est parce qu'on était dans le jardin. Exactement, on est tous les deux adeptes du grand air, du plein air. Toi, tu es au milieu des vagues, de l'eau, etc. Bon, moi, c'est beaucoup la marche, mais là, il s'avère qu'on est sur les quais de Seine. Donc voilà, on a fait effectivement cette petite sortie et c'est toujours un plaisir. Ce que tu dis là m'interpelle parce que je le vois de mon angle à moi, de mon regard d'entrepreneur, où effectivement il y a des fausses croyances sur justement cette notion de le rejet du CDI, comme tu dis, du salariat, c'est va des rétro-satanas, désormais on veut son indépendance, etc. Mais les idées sont totalement fausses et préconçues sur la difficulté et la durée dans laquelle on arrive à mettre en place un business qui fonctionne. C'est extrêmement dur. Et que ce soit en mode start-up, entreprise, encore plus dur en côté entreprise, mais également en freelance ou en solopreneur. On parle beaucoup de solopreneuriat en ce moment, mais ça change rien. C'est que tout à coup, moi je croise beaucoup de personnes qui étaient salariés CDI pendant très longtemps, qui sont passés en mode freelance pour commencer, et qui me disent « Ah oui, j'avais pas tilté qu'en fait, la compta, le marketing, la com, tous les autres trucs dont on avait besoin, en fait, je le demandais, c'était traité par les autres équipes. Là, c'est vous tout seul. » On est très seul. Mais tu sais, moi je suis un mauvais exemple pour être invitée dans ton émission parce que je n'ai jamais voulu être entrepreneur de ma vie. Il y en a pour qui c'est le kiff d'une vie, le rêve. Moi, j'adore les grosses boîtes, j'adore, et je le dis à chaque fois, je kiffe la cantine, j'adore les comités d'entreprise, la machine à café alors que je bois pas de café, les pauses cigarettes alors que je fume pas. Je suis un pur produit, moi, vraiment du salariat. Et c'est par accident, parce que j'ai eu un accident de vie à l'âge de 50 ans, que je me suis retrouvée à être entrepreneur, tout simplement pour pouvoir facturer.
Mais justement j'ai te pas parler de cette ça, fierté de ouais. mon entreprise. Personne connaît le nom de ma boîte. Ça me sert juste à facturer. D'accord. Mais j'ai pas cette fierté de j'ai monté ma boîte, Ouais, etc. Ça fonctionne bien, mais je vais pas la ramener non plus sur mon chiffre d'affaires, sur tout ça, parce que j'ai pas cette âme-là. Tu Ouais, vois, je c'est comprends, ce qui me différencie des autres. Mais je trouve que c'est bien aussi Mm. que tout le monde sache que on peut être entrepreneur, même si c'est pas le rêve d'une vie. Et il suffit peut-être d'avoir quelque chose à vendre, Bien de sûr. savoir le vendre. Bien sûr. C'est pas nécessairement quelque chose d'original, Oui, hein, ça peut répondre à un besoin du marché. C'est vrai. Il y a souvent d'ailleurs des idées de liberté qui sont associées à l'entrepreneuriat, alors qu'en fait, c'est, je dirais, souvent applicable à l'univers des startups, où les startups, je rappelle que 98% d'entre elles meurent. Et souvent, dans l'entreprise, on ne se rend pas compte que c'est pareil, quoi. C'est-à-dire qu'avant d'avoir un succès, effectivement, comme tu dis, d'avoir une facturation qui est stable, les fameux revenus réguliers, ou le SMIC LinkedIn, on va en parler. Eh bien, en fait, c'est difficile. Il faut du temps, il faut installer tout ça. Et c'est quelque chose qui n'est pas inné du tout. Moi, je suis effectivement toujours un petit peu embêté par je dirais, le malaise ou le mal que créent les réseaux sociaux en faisant croire que, allez hop, un SMIC LinkedIn, 5 000, 10 000 euros de revenus récurrents mensuels. C'est rapide, quoi. Mais non. Mais moi, je l'ai dit à l'occasion d'un autre podcast, je me suis fait, entre guillemets, laminer la tronche, parce que j'ai dit tout le monde ment sur LinkedIn. Mais c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'en fait, on ment en ne présentant, déjà en enjolivant, en ne présentant que ce qui est positif. Parce que, par exemple, quelqu'un qui dit je fais 10 000 euros par mois. par omission, quoi. Mais oui, mais il fait 10 000 euros par mois, mais il précise pas qu'il y a peut-être 4 prestataires qui vont bosser pour lui et ça va lui retirer 8 000 balles. C'est ça. Et que peut-être qu'il va lui rester que 1 500 euros, tu vois. Oui. Et peut-être aussi qu'il a fait 10 000 euros un mois, 2 mois, 3 mois, Oui. et dans la durée, ça ne fonctionnera pas. Ça. Donc la notion de liberté, c'est vrai qu'on peut penser qu'on va être libre. Alors, moi j'ai beaucoup travaillé au début, j'ai beaucoup travaillé sur LinkedIn. Maintenant, c'est vrai que j'approche la liberté parce que je peux me permettre de travailler un peu quand je veux. Et de privilégier d'autres choses. Mais c'est aussi parce que j'ai mon âge. Oui. Je vais avoir 60 ans. Pas l'expérience. Non, mais surtout, j'ai plus envie de m'embêter. Tu oui. vois, je me dis, 60 ans, j'ai plus tellement de super années à vivre. Donc, je pars déjà de ma passion, de ma vie privée. Et puis, je rajoute après le job. Et donc, c'est vrai que j'ai une liberté d'action, de choix, de mouvement que je n'aurais pas si j'étais en entreprise. Mais c'est aussi une liberté liée à mon âge. Oui, c'est vrai. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est, moi j'aimerais justement que tu nous racontes, parce que tu as été salarié pendant très longtemps et tu nous dis j'aime le salariat. Moi j'adore ça. Alors moi justement, je voudrais que si tu peux, est-ce que tu peux te reprojeter, te revisualiser justement le passage où tu as été entre guillemets entrepreneur. Comment t'as fait face à ce qui tout à coup arrivait? Tu t'y connaissais en compta, t'as découvert tout ça comment, en fait? Moi c'est pire que ça, c'est que j'ai pourtant fait une école de commerce. Oui. Je n'ai jamais rien compris à la compta. C'est-à-dire que j'ai un expert comptable et à chaque fois je me dis mais c'est une femme, je me dis mais elle doit me prendre pour une pauvre débile. Mais je suis débile quand je parle à elle. C'est-à-dire que même après tant d'années, je suis à bientôt 8 ans de boîte, je n'ai toujours pas compris la compta. Les notions de chiffre d'affaires, et pourtant je l'ai appris, etc. Voilà, j'ai un blocage. Mon mari me dit t'as l'air débile quand tu parles de compta, mais c'est vrai, lui il comprend parfaitement. Voilà, mais on a tous nos talents, hein, j'ai d'autres talents. Exactement. Donc, non, moi je suis quelqu'un j'avais besoin de me faire accompagner. Tu t'es entouré. Voilà, je me suis entourée, j'ai créé une SASU, j'ai eu des conseils, mais moi, encore une fois, c'était pour facturer. Et c'était par obligation. En fait, un accident de vie a fait que je me suis retrouvée paralysée, et voilà, bloquée des épaules, en maladie. En arrêt maladie pendant 1 an suite à des opérations. C'est là que j'ai écrit mon premier livre, comme ça. Et le premier livre a été un succès. C'est là que j'ai commencé à être sur LinkedIn et ça fait boule de neige. J'ai commencé à faire des radios, des émissions. Quand tu passes à la radio, il y a une deuxième émission, ainsi de suite. Le succès est venu sur LinkedIn. Il y a eu un deuxième, un troisième, un quatrième livre. Effet boule de neige, quoi. Effet boule de neige. Et il y a un moment où tu dois facturer. Et c'est là parce qu'on te demande des conférences. Moi, je fais beaucoup de formations et de conférences sur l'entreprise. Je suis pas coach emploi pour les individus, non, je précise. Hein. Moi, je donne des conseils bénévoles. Ça a été ma marque de fabrique sur LinkedIn. Voilà, je vends rien et tu nous as pas concocté une petite formation voilà, avec un petit tunnel? La seule petite formation qu'on a essayé de vendre avec Florence Marty, c'était une formation sur la marque employeur, très peu chère pour expliquer aux gens ce que c'était.
mais ils ont trouvé ça tellement peu cher qu'ils ont dû se dire que c'était nul, alors qu'en fait c'est une super formation. C'était full valeur. Voilà, full valeur, mais on l'a vendu tellement peu cher, mais ça c'est bon, une erreur de marketing. Mais voilà, donc c'est tout ça pour dire que moi je vais pas être nécessairement entre guillemets le bon exemple, mais peut-être que mon exemple va pouvoir donner des idées à des seniors. Je pense aux seniors parce que tu sais, les entrepreneurs, on les voit comme des jeunes. Non, mais tout le monde, les entrepreneurs, c'est des jeunes de 25 balais. Ben non, ça peut être des seniors. Tout à fait. Des gens qui sont en reconversion. Des gens en reconversion. 45 ans et plus. Voilà, et contrairement à ce qu'ils croient, ils sont crédibles. Parce que tout dépend des clients que l'on a. Mais si nos clients sont les grosses entreprises, moi mes clients c'est plutôt les grosses entreprises. Bon bah je suis crédible. Bien sûr. Il faut un parcours, il faut une expérience. Donc voilà, si les seniors hésitent encore, ne trouvent pas de job parce que les portes des entreprises se ferment, la solution quand même de l'entrepreneuriat est quand même à tenter si on a une offre de service. Tout à fait. Et c'est là à la limite, ça va nous faire, tu nous tends une perche pour revenir sur LinkedIn. Parce que terrain de jeu. Parce que c'est le bac à sable, c'est ton bac à sable, le mien aussi, et effectivement on est des témoins vivants que LinkedIn c'est absolument extraordinaire pour réseauter, connecter et faire du business, trouver des clients. On va défricher un tout petit peu des sujets dont on entend parler et on ne sait pas toujours mettre des mots là-dessus. Il y a le fameux inbound marketing et le outbound marketing. Je rappelle, le inbound marketing, on attire à soi, on fait venir des gens vers nous. Comment? En produisant du contenu, en prenant la parole. C'est comme tu disais, tu ne cherches pas de clients, ils viennent à toi parce qu'ils te voient. Alors c'est vrai que moi, venant du marketing stratégique, si tu veux, je connais un petit peu ce sujet. Donc moi, je pratique plutôt l'inbound marketing, vraiment. Mais d'ailleurs, c'est terrible à dire, mais je ne prospecte jamais. Oui. Et puis, même si tu le faisais, tu n'aurais peut-être pas envie ou tu disais... Mais j'ai plus envie parce que je l'ai fait. Je l'ai beaucoup fait à 23 ans, je l'ai fait avec succès, j'étais jeune, j'avais la pêche, etc. Je connais bien ce métier. J'ai créé des outils pour ces métiers-là, j'ai recruté dans ces métiers-là. J'ai plus envie de le faire. Et c'est vrai que LinkedIn, j'y allais pas pour ça à la base. J'ai pas commencé à communiquer pour ça, mais c'est vrai que ça a attiré des clients parce que le fait de produire du contenu. Alors, moi, je suis en plus un cas, c'est-à-dire que je produis du contenu auprès de gens qui ne sont pas ma cible. Ça peut sembler complètement, on se dit, mais elle est débile. C'est pour ça quand je vois les gens dire, ayez un réseau qualifié, regardez regardez bien votre cible et tout, mais non, parce que en fait, sur un réseau, alors autant je le dirais dans la vraie vie quand tu dois prospecter, bien connaître ta cible, ses attentes, etc. Liste de prospection. Mais sur un réseau, ce que les gens n'arrivent pas à voir, c'est que la personne à qui on s'adresse, qui, par exemple moi un chercheur d'emploi, qui n'est pas ma cible, c'est toujours le fils, le frère, la femme, la maman, le papa de quelqu'un qui est dans ma cible. Et donc cette notion de réseau, c'est-à-dire que la personne qu'on va aider, à qui on va donner des conseils, va parler à un moment de toi. En résonance. Voilà, en résonance à quelqu'un qui... Et moi, tout mon business est venu comme ça. Ouais. Et, c'est très marrant d'ailleurs. Soit comme ça, mais je ne l'ai pas fait pour ça à la base, mais après j'ai vite compris. Mais soit ça vient comme ça, un peu ce qu'on appelait avant le bouche à oreille, soit ça vient de la visibilité. D'accord. C'est-à-dire que les gens, quand tu ne vends pas, vont avoir tendance à beaucoup plus venir sur ta publication, avoir envie de la partager, avoir envie de mettre quelque chose. Et du coup, pushy et vendre. Voilà, et du coup, ça fait une sorte de résonance, ils partagent ton post et tout, et dans le fil d'actualité, ça va toucher ceux qui sont dans la majorité silencieuse et qui sont tes prospects. Oui, c'est ça. J'ai un peu beaucoup même la même. Toi, tu fais de l'outbound quand même, alors moi, pas mal parce clairement, que c'est tes outils. Voilà, moi je suis dans un univers où j'ai des logiciels à vendre, j'ai des prestations de services, etc. Donc, mais ça, je le fais pas sur LinkedIn en fait. Assez paradoxalement, j'adopte plutôt la même approche que toi, c'est-à-dire que j'essaye de véhiculer, de transmettre un maximum de valeur, d'informations, et en fait c'est effectivement, moi je m'adresse à des dirigeants, à des directions commerciales, marketing, etc. Et en fait ces cibles-là, je leur dis de surtout pas commenter. Pourquoi? Parce que sinon ils se font tomber dessus comme une armée de sauterelles. C'est-à-dire que quand tu as le malheur d'être un décideur, d'être un dirigeant, moi j'ai enlevé de mon profil CEO, j'en avais marre, je recevais 50 spams par jour.
sur LinkedIn. C'est juste pas possible. Donc c'est vrai que je fais un peu comme toi. J'ai du business, clairement, qui arrive par LinkedIn, mais c'est pas le gros. Nous, on a de l'action commerciale classique, traditionnelle, de Ce qui n'est pas mon cas, etc. Mais toi, tu as une entreprise avec des salariés, moi je suis toute seule. Tout à fait. Et moi, j'ai fait le choix d'être seule. J'ai fait le choix de ne pas surdévelopper mon entreprise. C'est vraiment la décroissance. D'ailleurs, moi, je fonctionne un peu en décroissance en ce moment. Moi, je pratique vraiment, à chaque fois, je me fais charrier parce que je dis que je pratique le slow LinkedIn, mais je pratique le slow working aussi. Je pratique, tu vois, tu es dans ma maison, tu vois bien, un peu le dénuement aussi. Oui, j'aime bien le vide, j'aime bien côté prendre le minimaliste. temps. Voilà, côté minimaliste, à la fois dans le cerveau, à la fois dans l'environnement. Et puis aller vers les choses qui sont essentielles. Mais ça, encore une fois, c'est l'apanage de l'âge. Oui. Alors, pour insister et encore, je dirais donner peut-être des tips même sur LinkedIn, ce que toi, tu peux en témoigner. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que ce qu'on voit beaucoup, c'est que ceux qui prennent la parole et qui donnent des conseils sur comment utiliser LinkedIn, etc., je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi j'ai un avis bien tranché là-dessus, c'est qu'en fait, ils le font pour leur propre marché, en fait. Hein. On n'est pas dans du giver et taker, hein, on est plutôt dans du taker, là, ici. Et donc, il y a aussi ce sens-là où moi, parfois, je trouve que les gens manquent de bon sens, c'est-à-dire qu'ils ne se rendent pas compte qu'en gros, LinkedIn, ça sert avant tout à connecter, à dialoguer, à répondre aux commentaires, faire des commentaires bienveillants, et puis les MP, moi j'utilise beaucoup les messages privés, etc. Mais ça fonctionne d'enfer. Tu peux même le faire en vocal, ça fonctionne d'enfer. Et moi j'ai l'impression que la plupart s'arrêtent sur toutes les formations ou tous les conseils en surface qui sont comment avoir du reach, comment avoir des likes, comment avoir des posts, voilà la structure de poste qui va fonctionner, etc. Mais ça, c'est vraiment de la surface de chez surface, quoi. C'est pas ça le vrai réseau social LinkedIn, quoi. On est d'accord? Oui, et puis c'est même pas ce qui marche, c'est-à-dire que ça peut marcher pour ceux qui donnent ces conseils, mais ça marche pour eux, quoi. Ça marche pour eux, mais ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'ils vont passer 8 heures par jour sur LinkedIn parce que c'est leur job. C'est ça. Tu vois? Et donc quelqu'un qui arrive, qui peut pas passer 8 heures par jour parce qu'il a un job à côté, ou parce qu'il recherche un emploi, en fait, on lui donne des conseils qui sont pas les bons. Ou alors on le culpabilise en lui disant si tu fais pas ça, si tu fais pas un post par jour, si tu fais pas ci, fais pas ça. Il y a énormément d'injonctions qui font qu'il y a beaucoup de gens qui restent dans la majorité silencieuse. C'est ça. Alors qu'ils auraient des trucs à dire. Ils passent pas à l'acte parce qu'il y a tout entre guillemets. Ils sont écrasés. Voilà, excuse-moi, parfois c'est ces petits branleurs de LinkedIn, tu vois, qui vont te dire et te vendre des faux trucs. Et puis cette culture du like, cette culture de la vue des impressions. Tu sais, alors toi t'as pas connu moi le LinkedIn de 2016, enfin tu y es depuis longtemps comme moi, mais en 2016, dans le sens producteur de contenu, tout à fait. Moi j'ai démarré seulement il y a 4 ans. Il y a 4 ans. Moi ça fait plus de 8 ans maintenant. Et en 2016 et 2017, ce que les gens ne savent pas, c'est que les vues étaient affichées sur les posts, figure-toi. D'accord. Tout le monde les voyait. Ah oui, donc tu... Et donc là, on n'en pouvait plus des vues et tout. Et LinkedIn, donc il y a vraiment un truc sur les vues. C'est dit, cette foire à la visibilité, on va peut-être la freiner un petit peu parce qu'on était dans du contenu très poussif, bullshit et tout. Ça génère beaucoup de... Voilà, ils ont supprimé ça. Et en 2017, j'en souviens très bien parce qu'on était là, mais plus personne va voir qu'on fait des milliers de vues. Et c'est devenu privé. Oui. Mais là, ce qui était très drôle, c'est que les gens ont commencé à dire j'ai fait 100 000 vues, 200 000 vues avec des captures d'écran. Tu te dis, mais c'est pas possible. On leur enlève cette visibilité pour tous des vues et ils la ramènent là-dessus. LinkedIn, après, ils sont allés plus loin. Ils ont dit on va supprimer le terme vue et on va mettre impression pour que les gens comprennent enfin que des vues, c'est pas des vues, c'est juste une proposition dans le feed, enfin dans le fil d'actualité. Mais ça veut pas dire que les gens ont cliqué. Et malgré ça, j'ai fait 1 million de... Moi, j'ai vu des posts passer dernièrement de personnes qui disent oui, j'ai fait 1 million d'impressions cet été, et voilà comment il faut faire. Je me dis, moi, je sais combien je fais d'impressions. J'ai beaucoup publié cet été, j'ai fait pas mal d'impressions, donc je suis allée voir quand même. 285 000 abonnés aussi. Mais ça veut rien dire, parce qu'après on reviendra là-dessus, mais je suis allée voir leurs posts et je vois 80 likes, 30 commentaires, 10 likes, 10 commentaires, je dis... Il y a une décorrélation. C'est pas possible, parce que moi je vois par rapport à mes posts, c'est juste pas possible. Et donc maintenant il y a carrément un mensonge par rapport à ça. Et donc le fait d'afficher ces métriques,
qui sont en plus faux, qui sont exagérés, qui sont sortis de leur contexte. Oui, ça peut être retouché. Et ça va freiner des gens qui se disent mais moi j'ai 100 pauvres vues, 1000 pauvres vues et par rapport à quelqu'un qui en fait 100 000. Tu vois, et ce que je trouve pas bien non plus de la part de certains experts LinkedIn, c'est parler de ces milliers de vues, alors maintenant milliers d'impressions. Ce qu'ils précisent pas, c'est qu'ils font 3 posts par jour. Sauf que quand tu fais, on va dire 2, parce que j'en vois certains qui en font 2, tu fais 2 posts par jour. Peut-être que tu vas faire 10 000 impressions le matin et 10 000 impressions l'après-midi. Oui. Donc toi, tu dis, j'en ai fait 20 000. Ouais. Sauf que tu as certainement touché les mêmes gens. Oui, c'est... Parce que, entre guillemets, LinkedIn propose un pourcentage de ta cible. L'algorithme n'est pas, entre guillemets, assez malin pour se dire, oh là là, ces gens-là ont été touchés ce matin, allez, on va... non, ben non. Donc, en plus, c'est aux mêmes gens. Non, tu vois, et donc après, quand tu fais tu additionnes toutes tes impressions sur tous les jours, de toutes les semaines et tout, c'est souvent au même public. Oui. Pour peu que tu fasses partie d'un pod, donc on précise un groupement, alors soit automatique, soit un groupement de gens qui de vont vrais gens humains, mais qui se le truc explose. Donc toi, t'es un pauvre gars, tu débarques, tu fais pas partie d'un groupe ni rien, t'arrives, tu poses 2-3 pauvres trucs et ça te décourage. C'est pour ça que moi j'insiste énormément sur les commentaires. Vraiment, si je devais donner un conseil, c'est d'aller commenter chez les autres. Parce que moi, c'est vraiment ce qui a fait ma différence. Parce que tu sais, les gens me disent, mais comment t'as pu exploser comme ça sur LinkedIn? En gros, je sens qu'ils disent comment une vieille peut être, entre guillemets, influenceuse LinkedIn. Et c'est pour ça que je reste pour montrer que les vieux ont leur place. Exactement, c'est un peu pareil. Sur les réseaux. Mais toi, t'es pas un vrai vieux parce que d'abord, t'es plus jeune. Je suis un faux vieux. Et puis, t'es dans l'univers très digital. Moi, entre guillemets, je suis une brêle en informatique. Donc, je suis vraiment typiquement la personne qui peut réconforter tout le monde en disant si moi j'ai pu, tout le monde peut y aller. Et Mais je suis d'accord avec toi et je dirais la même approche. Moi, si je suis encore présent et beaucoup présent sur LinkedIn, c'est justement parce que j'essaye à mon niveau de montrer et d'expliquer que les personnes qui sont sur LinkedIn, ce n'est pas que les freelances qui vendent des formations. Parce que ça donne cette impression-là, c'est ça le problème. C'est qu'il n'y a qu'eux qui prennent la parole pour leur propre marché, pour trouver leurs propres clients. Donc on est bien sur un acte purement de vente, une cible, une population de formateurs, influenceurs, appelons ça comme on veut, produit des produits ou des services à vendre, et ils les vendent où ça? À des gens sur LinkedIn. Donc c'est pour ça qu'ils prennent autant la parole. Et donc moi, ce qui m'embête, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a que ça en fait. Et donc c'est pour ça que les autres disent, bah non, mais je vais pas prendre la parole puisque moi... on ne voit pas passer de choses. Donc c'est un vrai sujet, quoi. C'est un vrai sujet. Alors après, pour donner des tips et des conseils à ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent, il est très important de comprendre que moi je le vois concrètement à l'usage, les likes, les commentaires, etc. C'est pas ça qui fait le fonctionnement de LinkedIn. Moi j'ai des relations et des connexions extraordinaires parce que j'utilise tout ce qu'il y a à ma portée, c'est-à-dire notamment la messagerie, les messages privés, j'envoie des vocaux, etc. Bon, après j'utilise 16 navigateurs, ça c'est pour les gens spécialisés sur la vente, on est encore sur autre chose. Mais c'est vrai que finalement, moi je me fiche pas mal du côté like, commentaire, parce que c'est pas, moi je surfe, je navigue et je vais visiter des profils et j'entame la conversation et c'est vraiment engager la conversation. C'est ça qui est important. C'est intéressant parce qu'on n'a pas tout à fait la même approche, parce que moi je vais peu aller chercher, tu vois, parce que je suis déjà, et là je m'excuse auprès des gens parce que j'arrive pas à répondre à tous les MP que je reçois, mais moi alors les likes n'ont pas d'importance. Par contre c'est vrai que moi je trouve qu'il y a une vraie vie en commentaire, mais c'est lié à mon positionnement, c'est-à-dire que comme je veux donner des conseils et du courage. Des choses actionnables, aux chercheurs d'emploi. Mais même parfois, c'est des bêtises, hein, tu sais, on se papote, etc. Bah, ça leur fait aussi une compagnie. Yes. Et il y a aussi des gens qui sont seuls et qui se sont créés un réseau amical qui leur redonne le moral. Et c'est pour ça que j'ai toujours eu à cœur de répondre à tout le monde, tu vois. Et donc moi, c'est vrai que je vais donner beaucoup d'importance aux commentaires, mais c'est ce qui m'a fait connaître, quand je disais tout à l'heure pourquoi les gens se demandent comment j'ai réussi sur LinkedIn. Alors, en toute honnêteté, je suis arrivée au bon moment. 2016. C'était le momentum, quoi. C'est mars 2016, très peu de gens publiaient, publiaient sur mon sujet. Aucun ne répondait aux commentaires. Donc, je ne sais pas si toi tu te souviens de ça. Il y avait des publications. Il y avait des commentaires. Pas tellement de réactions. Les gens utilisaient LinkedIn comme un média.
et non pas comme un réseau. Tu vois, ils publiaient comme si c'était un média. Et moi, ce qui s'est passé, c'est que je donnais, c'est pour ça que je le dis à chaque fois, je voulais donner des conseils aux chercheurs d'emploi, leur redonner courage. Et certains ont commencé à me répondre en commentaire. Et je me suis dit, mais si je leur réponds pas, alors que déjà les recruteurs ne leur répondent pas. C'est vrai. On était en 2016. Le silence des recruteurs, je dis toujours qu'il est assourdissant. C'est très lourd. Ouais, il est très très lourd. Ouais. Je me dis, mais il y a une injonction complètement paradoxale, c'est-à-dire je suis là, super, je vous donne des conseils, vous me répondez, et moi je vous réponds pas. Et donc j'ai commencé à répondre à chacun. Ouais, tu t'en as fait un vrai devoir. Et voilà, et puis j'allais chez eux, et puis souvent je disais aux autres, mais répondez en commentaire et tout. Mais à l'époque, on parlait pas d'algorithme. Et après, on a commencé à parler d'algorithme, 2017 et tout, les gens se sont dit, mais ça a l'air de bien marcher. Donc en fait, moi, sans le savoir, par un concours de circonstances, mes publications ont plu à la machine qui les a mis en avant, parce que évidemment, la machine identifie les interactions. On est sur un réseau, elle va valoriser les posts à interaction. Et après, il y a les petits malins qui ont profité de ça en disant on va créer des pods pour commenter. Il y a le côté artificiel qui est venu. Il y a eu une sorte de détournement, mais à la base, moi, c'était vraiment un truc que j'ai fait comme ça. Et c'est aussi pour ça que ça a explosé. Et moi, le deuxième secret qui m'a fait exploser, mais complètement par hasard, c'est ma chaîne YouTube. C'est-à-dire qu'en septembre 2017, j'ai commencé à partager des vidéos de conseils. Et ça se faisait pas à l'époque, alors c'était des conseils emploi tournés en extérieur. D'accord. En 2017, personne faisait ça en extérieur. Parce que c'était derrière un bureau. Oui, c'était dans un truc avec une webcam, hyper formaté, etc. Le truc qui faisait déjà peur. Je me dis, mais pauvres chercheurs d'emploi qui n'ont pas de morale, qui tombent sur ces vidéos-là. Et moi, je me suis dit, j'habite au bord de la mer. Je vais tourner des vidéos un petit peu sympas et avec des paysages. Et même si le conseil n'est pas bon, parce que je ne détiens pas la vérité, au moins les gens profiteront du paysage, du décor, du machin. Et c'est la deuxième chose qui m'a fait connaître, ce sont les vidéos. En 2017, il n'y en avait pas beaucoup. C'est toujours le cas aujourd'hui, ta chaîne YouTube? Ma chaîne de YouTube est toujours ouverte. Tu continues à produire du contenu? On continue. Alors, peut-être de manière plus éparse parce que c'est complètement bénévole. Et on a quand même tourné 90 vidéos, en plus vraiment de qualité au niveau du son, en extérieur et tout, donc entièrement pris en charge. Entièrement pris en charge par moi. C'était mon action, mon petit bénévolat à moi pour les chercheurs d'emploi. Je voulais leur offrir un outil complètement gratuit. Donc là, je suis sur la diffusion de la dernière saison. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres, mais en tout cas, on sera arrivé à presque une centaine de vidéos produites juste par mois. Et voilà, et puis maintenant, je continue à partager des vidéos. Alors un peu sur mon sujet du moment qui est le ring foil, comme tu as dû le voir. Moins peut-être de conseils, mais j'en ai déjà donné beaucoup de conseils. Bien sûr. Toi, tu nous disais tout à l'heure que donc tu es dans du slow LinkedIn et du slow peut-être aussi business, parce que slow working je refuse des missions. D'accord. Quand elles ne me conviennent pas, je fais comme les jeunes, je refuse quand l'entreprise. C'est toi qui choisis. Non, mais d'un point de vue éthique, ne me convient pas. Je passe beaucoup de business aux autres, mais je passe comme ça. D'accord. Est-ce que tu as la pratique du solopreneuriat un peu à sous-traiter des choses? Je ne sous-traite rien. Toi, tu fais travailler d'autres freelances? Moi, je donne des affaires aux autres. D'accord. Mais je ne sous-traite rien. Je gère moi. C'est comme mon LinkedIn, je ne le sous-traite pas. Oui, moi non plus. Donc, je fais. Mon propre business à mon rythme et qui me convient à moi, et j'ai surtout pas cherché à développer ou à faire quelque chose, à en faire une grosse marque, etc. parce que derrière il fallait recruter des équipes. Oui, c'est toujours la même chose, c'est la croissance, elle a ses revers. Peut-être que j'aurais fait différemment à 30 ans ou à 40 ans, pas à presque 60. Oui, on est d'accord. Ok, et écoute, c'est très enrichissant tout ça, c'est énormément d'informations. Merci de nous diffuser tout ça. La démarche que tu as sur la marque employeur, c'est quelque chose que tu as spécialisé en fonction de la taille des sociétés ou pas du tout? C'est-à-dire que tu penses que c'est plus adapté à des grands comptes, des choses comme ça, ou côté start-upers, ça marche aussi? Ça marche aussi parce qu'en fait, tu veux bien qu'on redonne la définition de la marque employeur? Bien sûr, en tout cas ma définition. Pour moi, la marque employeur, et c'est ce qu'on a écrit dans notre livre avec Florence Marty, c'est l'image de marque, c'est l'image d'une entreprise auprès, certes, employeur auprès de ses salariés et auprès des candidats, mais pas que. Et c'est là où il y a une notion de business. La marque employeur, c'est l'image d'une entreprise auprès de son marché. Donc auprès de ses prospects, auprès de ses clients, non plus au travers des produits, non plus au travers des services, mais au travers de la manière dont l'entreprise gère les humains et gère la planète aussi.
Et donc, dans la gestion des humains, ça va être comment l'entreprise attire au travers des annonces, comment elle recrute et comment se passent les entretiens, comment elle intègre les collaborateurs. Et comment elle les intègre aussi. Exactement, comment elle intègre, il y a comment aussi elle les sorties, fait évoluer. Gérer la sortie d'un collaborateur. Surtout, et ça c'est le gros point, c'est ce qu'on appelle l'offboarding, j'allais dire C'est pas l'onboarding, c'est il y a l'onboarding, comment j'accueille, et l'offboarding, comment je quitte, la manière dont elles se séparent. Et tout ça, le fil conducteur en fait, ce sont les réseaux sociaux et la façon dont les ambassadeurs communiquent sur les réseaux sociaux. Et donc ça concerne même les petites entreprises. Et c'est toutes les boîtes, c'est-à-dire qu'en fait, il faut que les entreprises comprennent qu'un candidat n'est pas un candidat. C'est pas juste un pauvre demandeur d'emploi, c'est pas juste un chômeur. Plus maintenant en tout cas. C'est pas un potentiel ambassadeur. C'est-à-dire qu'un candidat à qui on dit non, mais qu'on a bien accueilli, qu'on va aider, à qui on donne des conseils, des tips, un candidat qu'on respecte, ça peut être un très bel ambassadeur. Et c'est pas quelqu'un qui va dénigrer la société. Voilà. Et pareil, la manière dont on se sépare, il y a encore beaucoup d'entreprises, notamment de petites entreprises, mais ça aussi c'est parce que parfois c'est compliqué. Pas les moyens d'eux. Voilà, qui se séparent mal de leurs collaborateurs. Or, un ex, c'est comme dans la vie amoureuse, un ex-collaborateur, c'est un très bel ambassadeur. Et on assiste en plus, et c'est pour ça que j'alerte sur ces sujets, parce que tu sais, moi j'interviens beaucoup en conférence, en table ronde, mais aussi en audit, tu vois, ou en formation audit. Oui, analyse d'une situation. Analyse d'une situation, et on alerte beaucoup sur l'offboarding, c'est-à-dire la manière de se séparer. En France, on a tendance à se séparer bien des mauvais et à se séparer mal des bons. Et ça entraîne justement des burn-out, des bore-out, et des mauvaises ambiances dans les équipes. Et les gens qui partent mal se souviennent toujours de leur souffrance. En fait, on a une mémoire de la douleur, une mémoire de la souffrance. C'est comme dans les avis clients, tu vois ce que je veux dire. Quand tu es content, tu ne te dis pas, et quand tu n'es pas content, par contre, là, tu te dis beaucoup. Et je trouve ça vraiment dommage, et moi je vais même plus loin. Alors il y a certaines boîtes, plutôt des grosses, qui font ça. Moi je suis pour carrément créer des alumni dans les entreprises, c'est-à-dire créer des groupes d'anciens collaborateurs. Des groupes d'anciens. Des groupes d'anciens, ça peut se faire dans les petites boîtes. C'est pas une super conseil, marque employeur. Et on l'a mis en place dans plusieurs entreprises. Et c'est une mission que tu peux donner tu peux le donner à un alternant. Tout à fait. Tu peux donner cette mission, par exemple, un collaborateur. Maintenant, on a de plus en plus de mal à faire évoluer les collaborateurs en interne parce qu'ils ne peuvent pas tous être managers. Et puis, la pyramide. Il y a une hyper-spécialisation des compétences aussi. Donc, mais ça, c'est une mission qu'on peut demander à un collaborateur de gérer les anciens collaborateurs. Et qu'est-ce que c'est la gestion des anciens collaborateurs? C'est garder le lien, c'est envoyer des mails, c'est avoir des groupes WhatsApp, c'est de temps en temps faire un déjeuner, de temps en temps faire une rencontre. Et ce qu'on observe, c'est un nouveau phénomène. Hélène Lee, qui est très connue sur LinkedIn, avec qui j'ai écrit mon 3e livre pour les recruteurs, avait parlé de ce phénomène. C'est ce qu'on appelle le phénomène des collaborateurs boomerang, c'est-à-dire qu'ils s'en vont, mais ils sont tellement bien partis qu'ils reviennent. Ce que j'ai fait moi chez Alcatel. Et ça a énormément de valeur pour l'entreprise en fait. Alcatel, quand je suis partie, je leur ai dit je pars en expatriation à Barcelone, je suis mon mari. Reviens quand tu veux. Christelle, tu sais, je reviens quand tu veux, tu sonnes à notre porte, on t'ouvrira. C'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. J'adorais cette boîte, j'adorais tout. Et j'ai ressonné, ils m'ont réouvert. Et tu sais, ce que tu viens de nous dire là sur la marque employeur, il faut aussi comprendre une chose, c'est qu'on est quand même dans un mouvement qui est un véritable tsunami au niveau des effets, parce que les outils numériques sont pas les mêmes de quand toi et moi on a démarré. C'est-à-dire qu'avant, faire du mal ou de la mauvaise réputation à une boîte, c'était plus ou moins compliqué. Plus maintenant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, attention, avec la puissance des réseaux sociaux en tout genre, YouTube, TikTok, etc., tu peux faire énormément de mal à une marque, à une entreprise. Ça peut prendre des ampleurs qui sont gigantesques. J'ai été la propre victime d'un de mes posts. J'ai quand même eu un post qui a fait plus de 4 millions de vues. C'était avant 2020. C'était pour un coup de colère pour défendre un jeune alternant qui s'était fait maltraiter en entretien, qui était bègue.
Et quand il a commencé à faire son pitch, il a Oui, bégayé. il s'est fait Et moquer. les recruteuses sont parties dans un fou rire et ont ri du début à la fin de l'entretien. Et ce jeune s'est tourné vers moi et dans la colère, j'ai fait une publication et la publication nous a dépassé. En plus, c'est une publication que j'ai fait un 15 août à 15h. La date, ça aussi quand les gens disent publier le mardi et le jeudi entre telle et telle heure, je dis attendez, moi j'ai publié le pire jour de l'année, la pire heure de la journée quand même, 15h. 15h un 15 août et le truc a complètement explosé. On a fait, écoute, il y a eu 4 millions de vues. Là, je vais parler je parle des impressions, donc on va dire 4 millions d'impressions. Là, je le dis parce que c'est quand même un peu important. Il y avait eu 70 000 likes, wow. 7 000 commentaires. Là, j'ai pas pu répondre à tous les commentaires. Okay. Et c'est là qu'on voit. Alors, ça a été un bad, un good buzz parce qu'il a trouvé une alternance. Il a eu plus de 300 propositions. Et ça a été un bad buzz parce que, heureusement, parce qu'on aurait pu faire vraiment du bashing de l'entreprise. Ni le jeune ni moi n'avons donné le nom d'entreprise ni des recruteuses. Mais si on l'avait fait, on pouvait faire, c'était une boîte de 200 personnes, on pouvait faire couler la boîte. Le poste avait fait le tour du monde, c'était repris par la presse, enfin, un truc de malade, le truc qui te dépasse, qui dit « qu'est-ce que j'ai fait ?» Mais ça peut être ça, LinkedIn. T'as allumé la poudre, la piche. Mais voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une boîte de 200 personnes qui a eu 2 recruteuses qui ont un peu maltraité un candidat, mais quelque part, tu sais, ça peut arriver d'avoir un fou rire, mais elles n'ont pas su le gérer. Le fou rire face à la différence, ça peut arriver, mais elles auraient dû arrêter l'entretien. C'était un malaise, limite c'était... Elles auraient dû stopper en disant « est-ce que vous voulez boire quelque chose ?» et tout, et pas laisser ce pauvre jeune repartir avec sa souffrance. Mais grâce et à cause des réseaux sociaux, un jeune de moins de 22 ans qui avait très peu de réseau pouvait faire à lui tout seul, à cause de ce poste, poster au bon moment par la bonne personne, enfin un truc complètement improbable, faire couler une boîte. C'est un vrai pouvoir. Et ce poste, mon poste, a été étudié par les entreprises, mais qui ont travaillé sur ces sujets, en disant attention, il faut qu'on fasse attention. Alors moi, je me suis. Tu l'as gardé tu pas bannir de LinkedIn, tu sais que ça peut arriver, hein. Non, mais ça avait perturbé le fonctionnement de LinkedIn, figure-toi, les 2-3 jours de poste. Non, mais tellement. Il y avait de commentaires, parce que 7000 commentaires, c'est beaucoup, tu vois. Tu l'as jamais raconté, tu l'as raconté. Ah si, je l'ai souvent raconté. Non, mais parce qu'il y a plein de recruteurs. Il y a plein de recruteurs qui me sont tombés dessus en disant que je faisais du bashing, etc. Parce qu'en fait, et là c'est très intéressant au niveau marque employeur et des réseaux, ça va t'intéresser, c'est qu'il y avait 4 types de commentaires suite à ce post. Il y a eu les premiers commentaires de gens qui ont dit « Donnez-nous le nom du jeune, nous on veut bien lui proposer une alternance. » On s'en fiche qu'il soit bec, c'était pour un poste de contrôle de gestion, tu vois. Il y avait, il est dans les bureaux, il est dans les bureaux, on veut bien l'accueillir ce jeune. Comptable, donc donnez-nous son nom et on va le recevoir. Donc ça c'était positif. Première réaction. Deuxième réaction, il y avait beaucoup de gens dans le recrutement, dans les RH, qui disaient en gros, présentez-lui nos excuses au nom de la profession. On ne peut pas lui proposer quelque chose. Par contre, et c'est ce que je te dis. C'est pas normal ce qui s'est passé. Elles auraient dû gérer la situation différemment et c'est là où on a vu l'importance de la formation des recruteurs. C'est-à-dire qu'avant, les boîtes mettaient un peu n'importe qui. Tiens, en fait, aujourd'hui, tu peux t'occuper des recrutements, tu passes par là, boum. C'est un métier. Mais c'est un métier, le recrutement, c'est un vrai métier. C'est pour ça qu'il y a des formateurs de recruteurs. Donc ça, c'était positif aussi. Et ce à quoi on ne s'attendait pas, ni lui ni moi, d'ailleurs, on ne s'attendait à rien, on pensait que ça n'allait pas marcher du tout, ça a été les chercheurs d'emploi. Eux, par contre, ils sont venus sur le poste et ils ont raconté toute leur maltraitance en entretien. Et il y en a qui taguaient les boîtes et qui mettaient les noms. Là, le bashing, il a été là. Et tu avais des trucs horribles. Là, il y a eu le MeToo du RH, quoi. Et sur mon poste à moi, là, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je me souviens d'une femme senior qui disait que la recruteuse lui avait demandé, ça vous embête pas si les équipes vous appellent mamie? T'avais une dame en surpoids qui m'avait demandé son poids parce qu'elle allait voyager et que il faudrait peut-être réserver 2 places d'avion, c'était plus cher. Mais il y avait des histoires horribles, sordides quoi. De personnes en situation de handicap qui s'étaient fait traiter de trop handicapés, enfin des trucs monstrueux. Et là tu dis oh là là. Là ça dérape. Mais c'est là qu'on se dit attention. Quand on est une entreprise et qu'on recrute, attention à l'image qu'on donne. Et puis il y avait les haters. Alors, les haters et les trolls, ils sont tous arrivés. Et avec des menaces de mort. Mais pas contre moi, c'était contre donnez-nous le nom des 2 recruteuses, on va leur faire la peau. À mort les 2 recruteuses. Et là j'ai dit à mon jeune, surtout, ne donnez pas les noms, parce que là on était dans un truc terrible. Non, ça dépasse. Donc voilà, c'est ça les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que je me permets d'insister. Alors j'ai été entre guillemets au centre
d'une affaire de marque employeur. Tu vois, Ouais, c'était non voulu. Et suite à ce poste, il y a pas mal d'entreprises qui étaient sur LinkedIn et qui se sont dit il faut qu'on fasse un peu attention à notre communication LinkedIn, aux recruteurs, au fait de répondre aux candidats, à cette notion de maltraitance. Il faut qu'on fasse attention. D'ailleurs, tu as vu passer le balance ta startup, etc. Ce genre d'événement aussi, c'est un peu le même genre de moi, choses qui s'emballent comme ça là. Eh ben, ça peut s'emballer. Moi, le problème, c'est que je n'aime pas du tout le bashing. C'est-à-dire que je trouve qu'il faut pas, personnellement, c'est pour ça que j'avais dit aux jeunes, voilà, moi je trouve qu'il faut pas dénoncer sur les réseaux sociaux parce que question aussi de. Et puis parce qu'il faut toujours se dire. Une certaine forme d'éthique, de réputation, c'est éthique, ça peut aller très vite, on peut faire beaucoup de mal. Tu vois, là, 2 personnes ont mal fait leur job et on va polluer la vie de 200. Il faut avoir aussi les bons arguments, connaître la vérité. Et créer beaucoup de dommages collatéraux. Des dommages collatéraux qui sont vraiment, vraiment importants. Donc moi, personnellement, moi je déconseille. Il se trouve que ce poste, ça en était un, mais c'était pas volontaire. Oui, je comprends. Mais moi, je déconseille de faire ce genre de choses. Mais par contre, je dis attention aux entreprises, ça peut vous arriver. Ça peut vous arriver et même aux recruteurs. C'est pour ça que le métier de recruteur, c'est un métier mal aimé, c'est un métier très difficile parce qu'il y a ce poids. On est entre deux. On a à la fois le poids de notre entreprise qui veut qu'on cherche quelqu'un et puis qui va nous dire ah ben moi je veux pas un vieux, je veux pas un jeune, je veux pas ceci, je veux pas cela. À la fois des candidats avec leurs exigences, beaucoup de pression et c'est un métier c'est un très joli métier, mais c'est un peu quand même un métier mal aimé et on est en danger. Ouais, je vois très bien ce que tu disais sur cette mauvaise réputation du recrutement où on répond jamais, etc. Moi, sur les 25 années d'entrepreneuriat, j'ai été 2 ans CDI, salarié, et j'ai été marqué, comme tu l'as dit, on est marqué très longtemps par les non-réponses, par les absences de réponses. Moi, j'ai été très choqué par ça. À un moment donné, j'ai envoyé beaucoup de demandes. À l'époque, c'était des demandes, beaucoup de demandes d'emploi, etc. Et effectivement, j'étais assez j'étais outré de voir qu'en fait, on était complètement déconsidérés. Il y a 0 réponse, parfois même des trucs loufoques, des réponses qui arrivaient mais 1 an après. Ah oui. Mais c'est quoi cette histoire quoi. Mais et c'est vraiment le milieu des RH, il est quand même assez gratiné là-dessus. Mais ce sont des gens qui ont quand même beaucoup évolué. Moi, je vois vraiment l'évolution. C'est pour ça que moi je suis beaucoup intervenue sur LinkedIn. C'était aussi un peu mon objectif, tu vois, de faire un peu changer ça. Quand je te dis que moi j'ai approché la grande souffrance, j'ai connu des gens qui se sont suicidés. Wow. Voilà, quand même. Donc il faut pas croire, ça peut aller très loin. Il faut pas du tout croire que chercher un job c'est facile ou alors que le chercheur d'emploi c'est un glandeur, tu vois, des trucs comme ça. Vraiment au fond du trou. Mais tu sais que même moi dans ma carrière de consultante en accompagnement et on était 10 dans mon agence, j'ai vu très peu de profiteurs. Tu sais, on dit le chômeur, c'est un profiteur, il va vivre d'abord, quand on est au chômage, on a cotisé aussi pour ça. Ça fait des raccourcis un peu rapides. Il y a des raccourcis rapides et objectivement, mais vraiment, je te dis, en ayant vu passer des milliers de candidats, j'ai vu très peu de gens profiter du système. Vraiment. Et d'ailleurs, ça m'a étonnée. Par contre, j'ai vu beaucoup de gens vraiment très blessés parce qu'ils avaient énormément donné aux entreprises qui s'étaient fait, moi je gérais des personnes licenciées économiques, donc qui s'étaient fait licencier comme des pauvres merdes. Et puis parfois c'était très injuste. Il y avait ceux qui étaient là depuis longtemps, qui avaient aidé à créer la boîte, la faire évoluer, qui avaient sacrifié leur vie de famille, qui partaient, qui étaient licenciés, puis tu avais les mauvais, un peu branleurs, un peu, tu sais, ceux qui savent faire leur marketing. Qui savent faire le lobbying qui va bien. Voilà, eux qui restaient, les mauvais restent, les bons s'en vont, enfin des trucs très douloureux et beaucoup de souffrance. Donc c'est pour ça que quand j'ai eu cette possibilité d'être sur LinkedIn, d'écrire ce livre sur la marque employeur, maintenant j'évangélise dans les entreprises avec mes conférences et tout, je leur dis faites vraiment attention. Mais c'est d'un point de vue humain, mais c'est aussi pour la marque. C'est d'un point de vue business. Ce que tu dis là d'ailleurs, Christelle, tu vois, est très lié à si on regarde comment on se présente. L'emploi, le job qu'on a est tellement un statut social, un statut d'existence de qui on est. Quand tu demandes à quelqu'un présente-toi, il commence par dire tu fais quoi dans la vie? Je fais ça, je fais ci, j'ai tel job, etc. C'est le statut de vie, quoi. On existe par son travail, et donc je pense que c'est pour ça que c'est aussi, tu vois ce que je veux dire, c'est aussi intense dans la douleur ou quand tu vois. Mais dans la douleur, mais les gens te le disent. Parce que c'est toi, tout à coup, tu n'existes plus. En fait, t'as plus de travail, tu n'existes plus. Mais les gens te le disent. Mais moi, je l'ai bien vu. Moi, j'ai été, je crois, 3 fois en période de chômage.
Et c'est vrai, quand les gens te disent qu'est-ce que tu fais dans la vie, puis que tu dis bah, je cherche un job, tu deviens Ça a été une étiquette. transparent. C'est fini. Tu vois, mais Plus. Ouais. moi, on me l'avait dit. Ouais. Je me disais, mais non, mais je l'ai vraiment vécu. Tu n'intéresses plus les gens. C'est vrai. Et c'est drôle, tu vois, moi, si j'étais, entre guillemets, chercheuse d'emploi, je me présenterais. Le fait maintenant de dire je suis conférencière, auteur de livres, auteur de livres, les gens adorent. Ça, c'est la pyramide de Maslow de la réputation de la marque personnelle. Auteur de livres. Ou alors quand tu as de l'influence sur LinkedIn ou beaucoup d'abonnés, ça, les gens adorent. Mais sinon, tu n'existes pas. On connaît la pyramide de Maslow sur les besoins primaires, etc. Moi, je parle de la pyramide de Maslow pour la marque personnelle. Ouais. Et alors, pour la marque personnelle, ce qui est tout en haut de la pyramide, c'est le livre. Livre et conférences. Tout le monde est un peu conférencier. Voilà, t'as écrit un livre et tu fais des conférences. Voilà. Yes. Alors, ce qui est incroyable, c'est que tu disais tu n'as même pas de page ou de site web qui présente tes activités de conférencière. Absolument pas. Moi, je n'existe pas. On fait comment? On demande un devis en fait? Tiens, Christelle, les gens me contactent en message privé qui me disent voilà, vous pouvez faire une conférence sur la marque employeur. Ça peut être aussi des conférences motivationnelles, tu sais, sur le fait d'oser, l'inspiration. Parce que moi, j'ai mon petit mantra. Toujours oser pour ne jamais rien regretter. Donc, je fais beaucoup de parallèles avec la pratique du wing foil, qui est mon nouveau sport fétiche, et fait qu'on peut tout réussir à 60 ans. Donc, tu vois, ils me contactent. On parlait des messages privés. Je suis contactée beaucoup en message privé. Et à ce moment-là, je donne mes coordonnées. Et puis, si je disparais un jour de LinkedIn, je disparaîtrai de LinkedIn et c'est pas grave. Ça t'est déjà arrivé d'être banni de LinkedIn? Non, mais moi, par contre... Ça t'est pas encore arrivé? Pas encore, je dis. Alors là, surtout, ne vous mettez pas tous à me signaler. Parce que c'est comme ça que ça arrive, non? C'est parce qu'il y a un signalement, une espèce de faisceau de signalement. Et ce qui se passe aussi pour moi, c'est que moi, je pratique le LinkedIn slow à la mono, écolo, bio. J'ai jamais acheté de like, je fais pas partie de pod et je n'ai surtout aucune extension. Les extensions, je n'ai aucun outil. J'utilise LinkedIn tel quel. D'ailleurs, je trouve que leur messagerie est pourrie et ça fait 8 ans que je leur dis. Voilà, mais franchement, son sujet, on en a pour 1 heure. Voilà. C'est une cata, la messagerie, c'est de moi, c'est un truc tout simple. Je suis pas une pro de l'informatique, je voudrais juste des dossiers pour ranger. Des répertoires pour ranger tes messages. Voilà, c'est juste ça. Je veux juste ça. Ça me semble quand même un peu. On pourrait le faire, ça, quand même. Je trouve que ça pourrait être fait parce qu'a priori, Microsoft connaît un petit peu le sujet. Voilà, donc je pense que je ne me suis pas fait bannir parce que j'utilise rien de. Je fais tout manuellement. Je gère mon compte. Parce que ça, c'est très Web 2.0, la fameuse centralisation, que en fait tout peut être détruit en 1 seconde. Tu reçois un message email, votre compte a été fermé et puis c'est tout. Voilà, mais après je pourrais, bon déjà tu peux le récupérer parce que il suffit d'envoyer un mail et puis voilà. Après, si t'insultes pas les gens, moi j'essaye de pas parler de politique. Diffamation, tout ça. J'essaie, voilà. De temps en temps, je vais mettre un petit commentaire un peu pour la gratter. Un peu acerbe. Un peu, et puis je me fais traiter de boumeuse et je me fais bloquer, mais on n'irait pas, je vais pas insulter les gens, tu vois. Je pense qu'il faut aller un peu loin quand même pour se faire bloquer. Bon, je pense pas que j'ai ce risque-là, mais bon, tu sais, on sait jamais. Là, si je suis signalée. Écoute, en tout cas, merci pour tout ce que tu fais pour cet univers de la RH, du recrutement. Encore une fois, ici, on parle beaucoup d'entrepreneuriat et les RH, quand on est une société en croissance notamment, les plus gros cailloux dans la chaussure sont quand même ceux liés au recrutement. J'en sais quelque chose. On peut maîtriser la technique, la finance, la comptage, des produits, des services, mais la RH, franchement, moi j'ai eu des soucis de RH même entre associés, c'est-à-dire que ça concerne aussi les autres associés. Donc des soucis d'associés, des soucis avec les collaborateurs, c'est souvent, ça peut prendre des proportions très graves et c'est très coûteux pour une entreprise. Se tromper en recrutement, c'est une catastrophe. Mais tu sais, par exemple, moi je vois des entrepreneurs qui recrutent et qui font des grosses fautes, par exemple. Des boulettes en entretien, ils sont capables de dire, moi je le vois beaucoup dans ma région, dans le sud, mais vous habitez à quel endroit? Et en fait, ils ne prennent pas quelqu'un, ils vont lui dire parce qu'il habite trop loin. Or le lieu géographique fait partie des 26 critères de discrimination. Mais ils ne le savent pas. Et ils me disent, comment ça? Mais moi je ne veux pas le recruter s'il habite loin. C'est pour le bien. C'est pour son bien. Mais oui, mais vous n'avez pas le droit parce que si lui, il a postulé, même s'il habite loin, c'est qu'il estime. C'est son affaire. C'est son affaire. Et il va se débrouiller pour être là, c'est pas la vôtre. Et donc, en fait, si tu veux, ils vont commettre des choses graves qui peuvent leur porter préjudice. Des impairs. Mais ça peut être très grave, parce que si la personne fait un signalement auprès du défenseur des droits, etc., ça peut aller loin.
c'est préjudiciable pour leur marque employeur et c'est même pas méchant de leur part. Oui. C'est une, Au départ, c'était pas méchant. Ouais. c'est une méconnaissance. Ouais. Parce que quand tu es entrepreneur, tu bosses sur déjà tellement de sujets que le sujet du recrutement, tu le connais pas. Quand tu es une TPE. Et ben voilà, donc si possible, il faut sous-traiter, si possible, il faut mettre des gens qui s'y connaissent, c'est un vrai métier. Et c'est hyper exposé d'un point de vue marque employeur. C'est les premiers qui vont recevoir entre guillemets, les clients. Ouais, les candidats, n'oublions jamais que ce sont des clients. Et puisque ton podcast s'adresse aux entrepreneurs, vraiment, LinkedIn, c'est une très belle vitrine pour eux, pour faire de la com gratuite. Exactement. Et j'allais même dire pour recruter. Pour recruter des clients aussi. Incroyable. Des prospects, des clients, voilà, c'est une très belle tu donnes envie de venir dans ton entreprise. Moi, je connais pas mal d'entrepreneurs qui ont justement une pratique de LinkedIn assez poussée et ils me disent qu'ils reçoivent sans aucun problème les candidats qui vont bien parce qu'ils s'expriment et qui racontent justement sur LinkedIn notamment leur politique, comment ils agissent, etc. Et que les gens, c'est un peu de l'inbound, c'est une inbound RH, c'est que les gens ils ont envie de venir dans cette entreprise. Voilà, ils donnent envie, mais tu sais que parfois il y a des dirigeants d'entreprise qui ont mis un commentaire quelque part dans un poste et qui ont reçu 100, 200 candidatures. Wow. Ça peut être aussi en commentaire ça se passe. Donc il ne faut surtout pas oublier que LinkedIn, c'est pas que pour les chercheurs d'emploi, ce n'est pas que pour les recruteurs. Ça peut vraiment servir quand on monte son entreprise. Et c'est pas que pour les formateurs LinkedIn. Pratiquons l'éthique. Pratiquons le LinkedIn avec l'éthique. Voilà, LinkedIn avec l'éthique. Et moi, je pense que ce qu'il faut aussi se dire, c'est que c'est intéressant de durer. Et pour durer, il faut être aligné. Ouais, c'est-à-dire qu'il faut être la même personne. Moi, tu vois, on s'est connus sur LinkedIn. Ouais. Tu es la même personne là, on se voit, il faut le dire, on se voit pour la première fois en vrai. C'est vrai. Voilà, on se voit pour la première fois en vrai, mais tu es la même personne là. Oui, a priori. A priori, moi je suis la même personne sur les réseaux, dans la vraie vie, et je pense que l'alignement, c'est important. À chaque fois moi je sais qu'à chaque fois que je publie un truc, je mets un commentaire et tout, je me dis toujours, est-ce que c'est aligné avec qui je suis? De temps en temps, je veux faire un petit coup de gueule, un truc exprès, parce que je ne suis pas que lisse, je suis pas que puis si tu veux faire bouger les choses, et je veux faire bouger des choses aussi, je veux faire bouger des choses vis-à-vis des entreprises, donc parfois j'ai fait des posts un petit peu en les mettant en difficulté, je veux faire bouger des choses vis-à-vis des utilisateurs LinkedIn, parce que parfois il y a de l'abus. Il y a eu de gros abus, on en parlait en off tout à l'heure sur du lead magnet, des gens qui disaient mettez poète en commentaire pour recevoir mon super PDF et on voyait des posts avec 600 commentaires avec 600 poète. Et je me suis dit, il y a un moment, il y aura des problèmes. Donc, je mettais des petits hashtags, etc. Bon, tu te fais attaquer quand tu fais ça, tu te mets en danger. Mais c'est aussi pour la survie du réseau. Quand on aime un endroit, on a envie de le protéger. C'est vrai. Pour l'instant, toi et moi, on l'aime et on le déteste à la fois. Parfois, on dit, on n'en peut plus. Chaque matin, je me dis, je vais quitter ce réseau. Et chaque soir, je me dis, j'ai raison d'y être. Non, mais pour l'instant, je suis assez d'accord. J'y trouve plus de plaisir et d'intérêt que le contraire. Mais c'est vrai que par contre, je fais très attention, j'imagine aussi comme toi, à bien éduquer mon fil d'actualité, mes connexions, etc. Avoir une pratique qui est une pratique qui est effectivement transparente, mais en tout cas pas, je dirais, faire les choses n'importe comment pour avoir du réseau. Parfois, tu vois aussi des gens qui ont beaucoup de commentaires, beaucoup de likes, etc. Mais finalement, leur cible, leur audience, leur fameuse audience, c'est tout et n'importe quoi. Et donc ça, c'est toujours un peu surprenant. Quoi. Alors, par contre, là, on va être différent. Ouais, mais c'est ça qui est bien. Toi, tu brasses très large. Moi, je brasse très large. Moi, j'accueille beaucoup de gens. Moi, j'ai un faisceau plus... Voilà, mais c'est intéressant aussi que les gens voient qu'il n'y a pas jamais une vérité. C'est un réseau humain. Il y a deux vérités, deux approches. Il y a les gens qui pratiquent le réseau fermé, qualifié. C'est ça. Là. Et moi, je pratique le réseau ouvert. Très ouvert. Ouais. Voilà. Le réseau qualifié, on est plutôt entre ses pairs. Voilà, il y a une vraie notion de business. Moi, je suis sur le réseau ouvert d'abord parce que je m'adresse à des humains. Et encore une fois, parce que un chercheur d'emploi, parce que tu vois, par exemple, dans les réseaux qualifiés, souvent, on n'accepte pas les chercheurs d'emploi. Mais sauf qu'un chercheur d'emploi, c'est un moment il a besoin de rentrer dans ces réseaux. Hein. Oui, puis c'est surtout quelqu'un, à un moment, tu restes pas, c'est pas un métier. Bien sûr. Tu restes pas chercheur d'emploi toute ta vie. Donc, il y a un moment, tu trouves un job. La roue tourne toujours. Et la roue tourne. Et tu te souviens de ceux qui t'ont aidé. Et c'est là où la marque employeur, bingo. Et pareil pour les jeunes. Les jeunes, souvent, ne sont pas acceptés. Moi, je prends beaucoup de jeunes. À un moment, ils seront en entreprise aussi. Voilà, donc moi j'ai un réseau ouvert. Je suis très vigilante par contre sur les profils. Les parasites, non, il y a non, un les petit profils. Côté parasites. Alors les parasites, moi de toute façon je n'ai que ça. J'ai plein de petits poissons pilotes, des gens qui viennent et tout, mais en même temps,
ils profitent de ma visibilité, sauf que grâce à eux, je suis visible. Il ne faut jamais l'oublier. Oui, c'est ça. vrai, c'est vrai. C'est-à-dire que, c'est pour ça que je réponds à tout le monde, c'est-à-dire que personne n'est un parasite, puisque tout le monde m'aide. Quand il y a un commentaire qui s'emballe, ça te fait, Un ça te commentaire, fait un bon reach, ça. oui, ça me fait un bon reach. Même, c'est pour ça que j'adore les haters. J'en ai plus beaucoup des haters. Ils viennent pas parce qu'ils savent que je leur réponds tout le temps. Et je vais jusqu'au bout. Je suis chez moi. Je vais avoir le dernier mot. Mais moi, je considère chaque personne comme me donnant de la visibilité. C'est pour ça que je les remercie. Alors, je peux pas aller chez tout le monde, mais en tout cas, j'essaye de répondre à chaque fois. Et moi, j'ai un réseau ouvert parce que je veux toucher le plus grand nombre. Mais c'est pas la même démarche non plus. Oui, tout à fait. Voilà. Après, en fait, comme dans la vraie vie, je dirais, chacun trouve, je dirais, ce qu'il veut chercher en fonction de ses objectifs, en fonction de ses cibles. Enfin, c'est ça aussi, hein, c'est que c'est un réseau, je dirais, à visage multiple, et tu peux justement l'utiliser et te former à l'utiliser, hein, parce que il y a pas mal de savoir-faire aussi, savoir-être et savoir-faire sur LinkedIn, et donc à chacun de trouver tout simplement ce qui lui convient par rapport à son, Mais complètement. son sujet. Mais alors, tu sais quel est le paradoxe? C'est que ce qui est le plus demandé dans le business, c'est les formations LinkedIn. Que tu ne fais pas. Mais Et que je fais. Attends, Moi, je fais beaucoup de formations LinkedIn dans les entreprises. D'accord. C'est-à-dire, je vais aider. Tu formes des équipes Je forme des collaborateurs D'accord. à la marque employeur, mais surtout beaucoup à LinkedIn. Et pour qu'ils prennent la parole. Et puis on évalue ceux qui ont envie de prendre la parole. Et puis j'aide les collaborateurs, si tu veux, à faire rayonner la marque des entreprises. Mais si on m'avait dit, quand j'ai commencé sur LinkedIn, que ce que je vendrais le plus, ce sont des formations LinkedIn, mais je n'aurais jamais cru. Et tu fais ça en présentiel, les deux. Hybride Les deux. Moi, je fais des formations en présentiel. J'en ai fait beaucoup. J'en fais et je continue à en faire aussi en distanciel. D'accord. En distanciel, t'as pas la même. Mais ça marche quand même. Tu vois, en distanciel, on est 10-12 maximum. En présentiel, tu peux être beaucoup des grands nombres. Et puis parfois, je me retrouve même dans des écoles avec 600 élèves. Tu vois. Mais ce savoir que tu transmets là en formation, tu n'en ferais pas une formation passive avec des vidéos enregistrées, etc. Il n'y aurait pas un super truc à faire, un book. Tu vois tout de suite les business. Alors j'ai fait j'ai fait des vidéos sur ces sujets, des podcasts gratuits. Je pense que, alors déjà, il y a beaucoup de formateurs qui ont fait des formations. Et puis ça bouge beaucoup, LinkedIn. Oui. Donc tu sais ce que tu dis. Ça évolue. Ça évolue beaucoup. À un moment, c'était la mode des carousels. Ça peut devenir caduque très vite. Ou même, tu sais, les sondages. Oui. Il y a eu un moment, l'explosion. Tu faisais un sondage, tu avais des les sondages, parce que ça marche plus. Tu vois, il y a cette évolution qui fait que j'ai pas nécessairement envie de faire des formations là-dessus. Des formations pérennes, disons. Yes. Donc mes vidéos, tu vois, la formation sur la marque employeur, c'était plus sur des principes généraux de la marque employeur. Il y a un sujet qui est pas facile d'ailleurs à traiter. Tu vois, c'est que moi je suis entrepreneur, je suis mon propre patron, donc je fais ce que je veux, je communique pour moi et mes entreprises, mes projets, etc. Mais quand tu es salarié, tu vois, c'est un vrai sujet, ça de se dire, mais je communique comment sur LinkedIn? C'est-à-dire que je suis salarié, donc c'est moi, ma marque personnelle, mais en même temps, je suis salarié, donc on voit parfois, cela n'engage que moi, etc. Mais c'est pas évident ça, sur LinkedIn. Moi, c'est pour ça que j'interviens dans les entreprises. C'est un sujet compliqué, ça. Sur le sujet, et que ça touche la marque employeur, c'est que quand les entreprises me font intervenir, ça veut dire aussi qu'elles vont donner la liberté à leurs collaborateurs de publier ce qu'elles veulent. Moi, si une entreprise me dit, c'est ce contenu-là, hyper corporate et pas autre chose, je vais même pas en formation. Le c'est pas celui de l'entreprise, quoi. Voilà, c'est celui de la personne, quoi. Et ça, il faut que les entreprises aient bien compris. Mais par contre, ce qu'il faut que les collaborateurs comprennent, c'est que s'ils sont ambassadeurs de leur entreprise, ils sont plus visibles. Ça leur permet d'évoluer, mais surtout, même vis-à-vis de l'extérieur, un recruteur de l'extérieur qui voit un collaborateur qui est ambassadeur pour sa marque, il se dit, mais moi je vais le prendre, il est plus intéressant, parce qu'il faut quand même savoir qu'à compétence égale, ça attire. Oui. À compétence égale, entre deux candidats, moi j'ai interviewé énormément de recruteurs quand on a écrit le livre, à compétence égale entre deux candidats, le recruteur prend celui qui est sur les réseaux sociaux. Qui produit des contenus, etc., qui prend la parole. Parce que c'est un ambassadeur. Et c'est très vrai pour les petites boîtes, les petites entreprises qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui ne peuvent pas faire appel à des services com, qui n'ont pas de services com en interne, ont intérêt à avoir des ambassadeurs. Donc moi j'alerte aussi les entreprises en disant détectez les ambassadeurs, moi je viens, je les forme, mais surtout donnez-leur la liberté de produire ce qu'ils veulent, donnez-leur le temps.
Parce qu'il y a des boîtes qui trouvent ça très bien, mais le collaborateur le fait chez lui. Ah ben non. Ouais. S'il communique pour l'entreprise, il faut que ce soit pendant ses heures de travail. Bien sûr. Et remerciez-le. On peut remercier Là financièrement. aussi, il va y avoir une pratique éthique, Ah, mais il y a de l'éthique. de faire utiliser LinkedIn aux collaborateurs. Mais bien sûr, parce qu'un collaborateur, et ça peut être n'importe qui dans l'entreprise, c'est pas que les RH. Parfois, on a un ambassadeur qui est à l'accueil, mais il est super pro sur Je suis TikTok. d'accord. Ouais. Parfois, on a un ambassadeur qui est un alternant et qui cartonne sur Instagram. Ouais. Donc, il faut les identifier et puis il faut les valoriser. Et il y a différentes manières de valoriser les gens. Et ça, c'est hyper important. C'est pas, oh, il communique sur LinkedIn, c'est super, génial. Ou alors, on lui tombe dessus. Ouais. Mais non, Il faut y avoir l'autre non, aspect. il faut lui donner de la liberté. Par contre, il faut aussi l'éduquer et le former. Il ne faut pas qu'il insulte de gens, il ne faut pas qu'il parle la politique, la religion, tous ces sujets-là, il faut qu'il les évite. Yes, et ben écoute, super, c'est presque des tips géniaux là sur LinkedIn. Ah, mais moi je peux tenir une semaine sur le sujet. Ça c'est sûr. Et écoute, ce que je te propose, c'est qu'on s'oriente vers les questions de la fin, comme on dit. Alors je vais commencer par te demander, est-ce que tu as un livre de chevet ou une série télé, un film, enfin quelque chose que tu trouves tellement génial que tu voudrais le faire connaître à tout le monde? Alors là, je vais faire un truc pas bien. Tout est bien. Au lieu de vendre quelque chose, de proposer de quelqu'un d'autre, j'ai envie d'orienter vers ma chaîne YouTube. Mais je le fais volontairement parce que ce sont des conseils gratuits. Tu vois, c'est-à-dire que c'est une chaîne qu'on a créée en 2017 pour aider les chercheurs d'emploi. Voilà. Et vraiment, elle a aidé beaucoup de gens. Donc ça s'appelle le grand jeu de la recherche d'un job. D'accord. Ok. Voilà. Il y a ton nom, il y a Christelle Defoucault. Sinon, vous tapez Christelle Defoucault sur YouTube et vous trouverez. Alors, il faut faire attention parce que parfois on tombe sur un TEDx c'est ça, aussi, mais parce que j'ai fait un TEDx pour les chercheurs d'emploi. Voilà, mais ma chaîne YouTube, c'est mon petit bébé. Je gagne rien du tout dessus. Mais c'est surtout que ça a été vraiment, j'ai mis tout mon cœur pour essayer d'apporter des contenus, qui puissent aider les gens et puis qui leur redonnent aussi le moral, tu vois. Et ben, je mettrai ça dans les notes de l'épisode, puis je vais aller voir cette chaîne. Le grand jeu de la recherche d'un job. Le grand jeu de la recherche d'un job, super. Bon, pour ceux qui osent jouer. Chaîne YouTube. De toute façon, il y a aussi tes livres à toi. Oui, mais ça c'est autre chose. Livres, toi, 4 livres. Mais quelque part, c'est une vente d'objets, de produits payants. Ça, on les voit sur tu les as mis sur ton profil LinkedIn, on les voit. Ils doivent y être, voilà, mais sinon ils les trouveront. Limite, on tape Christelle Defoucault sur. Oui, moi mon éditeur c'est Erol. D'accord. Les 4 sont chez Erol. Erol, c'est des éditeurs qui font des choses business, techniques. Beaucoup business. C'est ça. Voilà. Moi j'ai envoyé mon livre qu'à un seul éditeur Erol parce que c'était vraiment celui dans mon domaine. Et pour les entrepreneurs, c'est assez business et ils ont accepté. Tu lis toi, tu lis beaucoup? J'ai lu beaucoup, je lis moins. Non, c'est les wingfoil, c'est mieux. Voilà, maintenant je fais du wingfoil, il faudrait qu'on dise aux gens ce que c'est, parce qu'ils vont se demander c'est quoi ce truc de wingfoil. Donc le wingfoil, on peut le préciser quand même, c'est une planche à voile sans le mât, sans le wishbone, donc on est sur une planche, on a un foil en dessous avec comme une aile d'avion dans l'eau. Et le vent s'engouffre dans la voile et c'est ce qui nous fait voler, aller vite. Et le fait d'aller vite donne de la vitesse à l'avion qui est en dessous. Et à un moment, ça se soulève et on vole au-dessus de l'eau. Et alors, c'est pas du kitesurf? C'est pas du kite, c'est entre le kite et la planche à voile. D'accord. Sauf que la voile, elle est dans tes mains. Elle est gonflable. Elle est gonflée. Ah, c'est ça, elle est gonflable. T'as des boudins, t'as un boudin c'est une voile gonflable. Et t'as des poignées et le vent t'étire. Alors en kite, c'est de la voile. En kite, t'as des lignes. Il y a un harnais, quoi. Voilà, t'as le harnais, t'as des lignes et t'as. Et là, t'as un harnais. Donc moi, j'ai un harnais pour m'accrocher, mais c'est pas obligé. Moi, c'est pour avoir moins mal aux épaules. Mais c'est très doux. Il y a beaucoup de seniors qui s'y mettent. Beaucoup de gens. Truc, ça m'a l'air sympa. Et on pourrait presque en faire sur la scène. Wow, génial. Les gens font sur des lacs. Et wing comme L et foil comme foil. Pourquoi? Très bien le truc qui s'enfonce dans l'eau, qui se lève avec la vitesse là. Et tu voles sur. Et ta planche, elle est plus sur l'eau, elle est surélevée. Et la sensation est absolument géniale. Et donc je partage ça aussi sur LinkedIn, volontairement, pour prouver aux gens que tout est possible. Parce que quand moi, à 50 ans, je me suis retrouvée paralysée des épaules, on m'a interdit tous les sports que j'aimais, le ski nautique, tout, la planche à voile. Et finalement, presque à 60 ans, là, je fais du wingfoil. Mais non, parce qu'en fait, ça étire par le haut. Et donc, ça fait du bien au dos. Génial. Et si on m'avait dit, on m'a dit n'en fais pas, sauf que je me suis dit, les médecins ne m'ont pas interdit. Sauf qu'évidemment, c'est normal parce que le sport n'existait pas quand j'ai été opérée. Et sur ce malentendu des médecins qui ne l'ont pas interdit, je me suis lancée. Et ça, je trouve que c'est précieux. Je trouve pour les indépendants, ça aussi, c'est
n'écoutez pas les injonctions. C'est-à-dire que si vous avez une grosse envie, vous avez une offre de service, vous avez un produit, vous avez une envie, vous pensez qu'il y a un marché, n'écoutez pas les gens qui vont vous dire « n'y va pas ». Prends-toi un petit job pépère, tu feras ça plus tard. C'est parfois les familles, l'environnement et tout. Sûr. Et tentez le truc. Et moi, on a voulu me protéger en disant n'y va pas, pense à tes épaules et tout. Et je me serais privée de ce plaisir de voler sur l'eau. Et c'est pour ça que je partage sur LinkedIn. Je vois tes posts et tout, c'est génial. Avec du rose, du bleu, ma voile est rose et bleu, mon casque est rose. Rose fluo. C'est pour donner un peu du rose dans la vie des gens, tu vois. Alors moi, c'est le wingfoil, ça veut pas dire... Comment t'as appris à faire ça? Alors, j'ai une fille qui est monitrice de kite et de wing, et j'ai eu les bons conseils. Attention, ça reste un sport dangereux, donc il faut d'abord prendre des cours, il faut être bien équipé, il faut avoir une combine. Moi, j'ai un gilet d'impact, un casque. On peut tomber sur le foil. Mais quand on sait en faire, c'est absolument génial. Mais ce que je voudrais dire, c'est l'idée de mes partages sur LinkedIn, c'est pour dire que c'est possible. L'audace, oser quoi. Oser, tenter. De toute façon, vous pouvez vous planter, mais il n'y aura pas de regret. Vous l'aurez fait. Et moi, je me suis plantée, je me suis dit, j'y arriverai jamais. Et il y a un moment où j'ai volé, je me suis dit, waouh. Sensation quoi. Et là, le fait d'être entrepreneur à mon compte, ça me permet de faire du wingfoil quand je veux. Ouais, c'est-à-dire je privilégie le wingfoil. On en parlait, la fameuse liberté. Là, ça y est, je me dis, je navigue et ensuite je fais mon boulot et le boulot arrive en deuxième. Désolée pour tous mes petits clients et mes prospects à venir, mais voilà, c'est la liberté de l'entrepreneuriat. Écoute, bon, super. Et on retient wingfoil, je vais regarder ça avec attention. La chaîne. Et il y avait pas une autre question? Oui, tout à fait. Alors là, ça c'est une question très importante puisque on parle souvent de son étoile du Nord, de qu'est-ce qu'on a dans les tripes, le fameux why de Simon Sinek. Je voudrais t'offrir, j'aimerais bien le faire pour de vrai d'ailleurs, te donner un chèque en blanc, donc que tu aies des moyens financiers illimités. Et donc, étant libéré de toute contrainte d'ordre financier, j'aimerais savoir qu'est-ce que tu ferais avec ça. Est-ce que tu rachèterais une société? Est-ce que tu fonderais une fondation peut-être? Je sais pas. Alors, je vais te dire, ça va te faire mal. J'arrête du jour au lendemain de travailler. Donc, j'arrête immédiatement de travailler. Oui, je pense que c'est pas pour ne pas donner aux autres. Voilà. Et donc, je fais du wingfoil toute la journée. Ce que je ferais, c'est que je donnerais, je pense, moi je suis une maman, j'ai une passion pour mes enfants, ce sont les amours de ma vie, ils passeront avant tout, même avant le wingfoil. Donc je pense que je donnerai des sous à mes enfants pour les aider, même s'ils sont déjà bien avancés dans la vie. Et après le reste, je pense que ça irait à une de mes causes. Moi, ma cause depuis toujours, c'est vraiment vis-à-vis des chercheurs d'emploi. Oui. Donc je pense que ça serait peut-être cette cause-là. Il y a sûrement des choses encore et toujours des choses à faire, à créer, à faire. Peut-être plus aider notamment, ça serait peut-être aider les petites entreprises, tu vois, parce les que TPE, les TPE, etc., peut-être à recruter, voir s'il n'y a pas quelque chose à faire au niveau de l'allègement des charges. Enfin, je trouve qu'il y a beaucoup de freins et à l'entrepreneuriat et à la recherche d'emploi. Donc peut-être que cette somme-là me servirait dans une assoce, une fondation, quelque chose, tu vois. Ce que tu dis me résonne. Mais moi, j'arrêterai de bosser. Ce que tu dis résonne sur aider les petites entreprises. Moi, je considère que j'en suis une PME, le P de PME, et donc j'ai des difficultés comme tous les entrepreneurs au niveau du recrutement. Mais par 2 fois, j'ai été amené à licencier des équipes et ça coûte un pognon fou. Et que quand on est une petite structure, moi je me suis retrouvé à devoir étaler, négocier avec Pôle emploi, etc. Recruter coûte cher aussi, tu vois. C'est vrai que c'est très compliqué quand on est entrepreneur, quand on est une petite structure. Il y a peut-être un fonds à créer, je ne sais pas encore comment. Enfin, en tout cas, si j'avais beaucoup d'argent, je créerais un fonds pour libérer l'emploi, notamment vis-à-vis des petites structures. Les grosses boîtes n'ont pas besoin, mais je pense que les types de structures, il y a tellement de petites boîtes qui finalement créent le paysage français, qui n'ont pas les moyens de recruter, alors qu'il y a tellement de chômeurs qui pourraient apporter tellement de choses dans des petites boîtes ou des seniors et tout. Et la rencontre ne peut pas se faire. Notamment ce sujet des seniors, qu'on a tendance à mettre de côté, alors que c'est là où on leur rallonge leur possibilité d'aller à la retraite. Ça va être une catastrophe. Voilà, donc peut-être que ces sous-là, s'ils sont illimités, iraient pour cette cause-là. Eh ben, écoute, je prends. Je trouve ça très, très, très bien. Après mes enfants. La dernière question, écoute, moi j'ai été évidemment, et je suis ravi de t'avoir reçu sur ce podcast, dans un studio qui est en plus génial. Je
voudrais savoir si tu as envie de voir une autre personne à ta place après toi. Est-ce que tu aurais comme ça ou de contact à soit tu mets en relation, soit j'irai à la chasse si jamais moi je vais te mettre en relation, je pense à 2 personnes, puisque ton podcast s'adresse aux indépendants. Je pense je dirais Ludovic Bado, qui est un ami précieux, qui a créé Jeune aussi. Et en plus, c'est un podcasteur aussi, c'est l'hôte du podcast des indépendants sur BFM. Génial. Et je pense qu'il y a peut-être des synergies à faire, et lui il pourrait prendre la parole parce qu'il reçoit beaucoup d'indépendants. Et il est lui-même le CEO d'une boîte qui s'appelle Oser la vidéo, et qui fait des vidéos de formation pour les grosses boîtes. Donc c'est un jeune qui a réussi, entrepreneur qui fait du podcast, génial. Voilà, qui fait du podcast, qui est entrepreneur. Et je pense à une deuxième personne pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration, qui s'appelle Xavier Pinon. C'est le cofondateur de Selectra. Et il a créé sa boîte, il a été un entrepreneur, je crois, à 19 ans, il faudra lui redemander. Donc, et maintenant, il a plus de 2000 salariés. Et c'est parti d'une idée un moment où il y allait avoir la libération des tarifs de gaz, d'électricité. Ils se sont dit, on va créer un comparateur de prix. D'accord. Et il a créé Selectra, je te dis, il est représenté dans le monde entier maintenant, plus de 2000 collaborateurs. Et lui, typiquement, c'est l'entrepreneur qui a réussi, qui a 19 ans, en étant hyper jeune, en partant d'une idée. Et s'il avait écouté les injonctions, les gens lui auraient dit mais ne pars jamais. Et puis il a fait son truc et ça a cartonné. Génial. Et je trouve qu'il n'a même pas 40 ans. Et je te dis, je me demande s'il n'a pas 2600 salariés. Donc voilà, je ne sais pas s'il répondra à ton invitation, mais je trouve que ça sera un bel invité. Eh bien, je vais, tu leur en parleras, tu m'aideras. En tout cas, je les inviterai avec grand plaisir, puisqu'on est déjà ici. Toi, tu disais que tu avais déjà 90 vidéos sur ta chaîne YouTube. Moi, j'en suis déjà à 70 interviews. Eh ben, c'est bien. Ça commence à faire. Oui. 70 interviews déjà, et puis je continue parce que je suis un peu comme toi. Je veux rien lâcher sur, je dirais, le soutien qu'on peut apporter moi, je suis persuadé que sauver le monde et changer le monde passe par l'entrepreneuriat. C'est un peu ça, c'est ma passion à moi, c'est les RH. C'est ma passion à moi. Donc écoute, on va continuer avec grand plaisir. Deux belles personnes que j'ai hâte de rencontrer. J'espère qu'ils répondront à cette invitation. Christelle, un immense plaisir de cette vue en vrai. C'est vraiment bien aussi ça. Par rapport à LinkedIn, j'ai passé un super moment. J'espère que toi aussi. Moi aussi, c'est la magie de LinkedIn, c'est que on échange sur les réseaux, puis après on se rencontre in real life, IRL, comme on dit. IRL. Donc j'étais ravie également, et puis merci de m'avoir consacré ce temps et d'être venu chez moi. Alors, pas dans le sud, en région parisienne. Tout à fait. À bientôt sur les réseaux, comme je dis souvent, et puis on se retrouvera nous régulièrement. En tout cas, je le dis à tous les invités, une fois que tu es venu sur le podcast, tu peux revenir quand tu veux. La porte est ouverte. Donc si tu as une actualité que tu veux partager avec nous, écoute, viens ici, viens nous raconter. Je crois qu'il y a peut-être des projets du côté du sud. Là, tu nous diras. J'aimerais te raconter. Viens nous raconter ça avec plaisir. Merci Christelle. Merci. Bye bye. À bientôt. C'est déjà fini pour cet épisode. Merci pour votre écoute et d'être resté jusque-là. Vous pouvez continuer à engager la conversation en me laissant des commentaires et en me contactant via LinkedIn. Si ça vous a plu, merci de prendre 30 secondes pour donner de la force et de l'envie en mettant une note de 5 étoiles. C'est vraiment important, c'est ce qui fera connaître le podcast au plus grand nombre et qui le fera remonter dans les classements. Vous pouvez aussi le partager à votre entourage et je vous dis un grand merci du fond du cœur. Force et courage à vous, n'oubliez pas, vous n'avez rien à perdre, soit vous gagnez, soit vous apprenez. Croyez en vous et rendez-vous au prochain épisode. C'était Patrick du podcast Je ne perds jamais.